Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous serons ce soir au cœur de l'actualité tchadienne, puisque vous le savez, le pays est actuellement sous le joug de la junte militaire. Il y a normalement un dialogue qui est prévu du côté de N'Djamena, mais aujourd'hui, il est nécessaire qu'on se pose la question où en est-on avec le dialogue politique inclusif au Tchad 3 mois après l'installation de la junte militaire. Pour en parler, donc, ce sont des éminents juristes de N'Djamena et de France. Bien sûr, un programme spécial animé par Makaïla Gebla. Bonsoir Makaïla et bonsoir à nos invités. Bonsoir Sir Makoso, merci. Merci d'avoir introduit ce débat sur le Tchad. Merci infiniment à nos invités, en l'occurrence Max Luanga, qui est en même temps avocat au barreau de N'Djamena. Il est cofondateur de la plateforme Okitama. Nous sommes en compagnie également d'Evaris Dimasdi. Evaris est également juriste, membre de concertation de la défense. Nous attendons également la présence de Michael Bidama, de publication du journal Le Temps. Nous serons également avec Amara Assil, Noral Houda, qui est militante et un membre de la concertation. Il aura également comme activiste vivant en Arabie Saoudite. Comme vous le savez, cela fait 3 mois que la junte militaire, le CNT, est au pouvoir. Il est dirigé par Mohamed Izzi Déby, qui est le fils d'Idriss Déby, décédé de manière tragique. Comme le disait Silma Kosso, c'est un dialogue qui est en perspective, sauf que les conditions de ce dialogue ne semblent pas réunir, ce qui fait mobiliser de plus en plus le mouvement citoyen, la coordination Wakama et aussi la diaspora qui interagissent afin de pouvoir créer les conditions minimales d'un dialogue inclusif et souverain. Et comme vous savez bien, les conditions sont très très difficiles. Et donc, la diaspora tchadienne est mobilisée, ainsi que les mouvements citoyens et les militants à l'intérieur du pays. Et c'est pour mieux nous éclairer notre terre, et surtout panafricain, parce que le Tchad n'est pas en dehors de l'Afrique. Donc, la situation actuelle du Tchad est suivie un peu partout au Congo. Et vous savez très bien que les Italiens, panafricains, c'est la situation que nous voulons inclure également Naïl Info. Donc, très rapidement, chers invités, merci d'avoir accepté cette invitation. Je demande commence la première question à Max Longa. Max Longa, bonsoir. Max, bonsoir. Allô, Max, bonsoir. Tu m'entends? Max. Allô. Max est là? Il a un problème de réseau. Son image est figée, il a sans doute un problème de réseau, Makaïla. Voilà. Et donc, je vais débuter par Max, mais bon, apparemment, il a un problème de réseau. Mais je donne la parole rapidement à Evaris. Evaris, bonsoir, Evaris. Bonsoir Makaïla, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs, à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Merci Evaris, vous êtes juriste, vous vivez en France, vous suivez des prêts au sein du groupe de concertation de la diaspora tchadienne, la situation qui prévaut et notamment le processus de dialogue politique inclusif et souverain réclamé par l'ensemble des acteurs politiciens. Evaris, aujourd'hui, la situation est encore inquiétante. Quelle lecture faites-vous sur les 3 mois de la junte militaire au pouvoir? Et on en parlera un peu plus tard avec Max sur un rapport qui a été édité. Merci beaucoup, Makaïla, pour ta question. Effectivement, aujourd'hui, le CNT a totalisé 100 jours au pouvoir. Et généralement, 100 jours, c'est le temps qu'on se donne pour faire un premier bilan de la prise de pouvoir. Que ce soit, généralement, moi, je pars plutôt pour des pouvoirs démocratiques. 100 jours, c'est le temps nécessaire qu'on se donne pour évaluer le parcours, voir ce qu'on a fait jusqu'à là et se projeter. 100 jours du CMT, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 100 jours? Ce que je retiens de ces 100 jours, c'est que le 27 avril, donc juste une semaine après la prise du pouvoir du CMT, il y a eu plein de sang dans la ville de N'Djamena, mais aussi dans de nombreuses villes du Tchad. On a malheureusement
de nombreuses personnes décédées, blessées, arrêtées, simplement parce que ces personnes-là disent que 31 ans de pouvoir Déby, c'est trop, et que la Constitution doit s'appliquer plus tôt. On a commencé donc le régime du CMT avec les tueries, le massacre du 27 avril. Et hier encore, on a déploré la mort de Modeste qui vient s'ajouter aux nombreuses personnes torturées, tuées par la junte. Ces personnes qui sont faites prisonniers, malheureusement, sont décédées. 100 ans, c'est aussi, 100 jours, je m'excuse, c'est aussi le conflit agriculteur-éleveur qui s'est exacerbé. 100 jours, c'est aussi les diplômés sans emploi qui menacent de quitter le territoire national. 100 jours, c'est aussi les retraités qui ne font que réclamer leurs droits et qui ont reçu comme réponse des bastonnades. 100 jours, c'est aussi les victimes de Hissène Habré qui n'ont pas été entendues. Donc, les 100 jours du CMT, c'est le refus du dialogue, c'est des nominations claniques qui se poursuivent, c'est aussi le refus d'entendre les forces vives de la nation qui demandent un dialogue inclusif, incluant tous les partenaires. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir, mais ces 100 jours, moi, je vois plutôt, contrairement à ce que le grand frère Koulamala a dit dans son interview, moi, je ne vois pas le bilan de la même façon. Merci. Merci, Évariste Dimasdé. Je rappelle que vous êtes juriste. Vous êtes également membre de la plateforme Concertation qui interagit sur la question tchadienne. Maître Max Longar, vous êtes là ou non? Oui, je suis là. Voilà. Merci, je Max. Des aléas techniques. Non, il n'y a pas de souci. Merci, Max. Vous avez entendu Évariste Dimasdé, décès un bilan pas élogieux de la junte militaire au pouvoir. Maître Max, vous êtes coordonnateur de la plateforme Mokama. Vous étiez signataire d'un rapport qui dénonce également la gestion du pays, mais également qui dénonce la manière où la junte militaire au pouvoir est en train de vouloir créer les conditions qui ne sont pas acceptables pour la tenue d'un dialogue politique non inclusif. Max Longar, dans ces rapports, pourriez-vous revenir sur le rapport et nous dire quel est l'état d'avancement des négociations? Comment? Oui, allô? Oui, j'ai dit, pouvez-vous revenir sur le rapport? Oui. Oui, j'ai suivi Évariste très rapidement et je comprends que vous ayez commencé par le bilan relatif à la situation des droits de l'homme et au respect des principes démocratiques. C'est ça. Effectivement, c'est la face visible de l'iceberg s'agissant de la gestion de ces 100 jours. Je crois que 100 jours, c'est pas un siècle, c'est pas 100 ans. Néanmoins, les premiers actes qu'un homme politique pose suffisent à déterminer son élan de départ, suffit à déterminer la volonté politique si elle existe et aussi ses aptitudes à pouvoir conduire son œuvre le plus loin possible. Et je crois qu'au vu de ces 100 jours, on peut même dénier au CMT, au-delà donc du bilan des droits de l'homme qui est catastrophique, on peut même leur dénier la volonté de faire les choses de façon transparente, de manière à s'inscrire positivement dans la gestion de ces pays. D'abord parce que le CMT, c'est un gouvernement de transition et comme tel, nous disons bien pré-transition parce que
le peuple tchadien n'entend pas confier la transition en tant que telle à ces groupuscules de militaires, il faut le dire. Hein. Ils ont pris le pouvoir par les armes, ils se maintiennent par les armes et ils ont l'intention de rester par les armes. Ça, c'est inconcevable. C'est depuis 1996 que nous avons pris date pour la gouvernance au Tchad. Nous avions dit que nous nous opposons farouchement à toute prise de pouvoir par les armes et également au maintien du pouvoir par les armes. Donc, dans cette phase-là, normalement, ils n'ont pas vocation à poser des actes, à faire des réformes structurelles. C'est donc à l'aune de la résolution ou du communiqué 996 de l'Union africaine qu'on devrait juger leur gouvernance, étant entendu que plusieurs aspects sont pris en compte par ce communiqué, dont également la question des droits de l'homme. Mais nous voyons très clairement que le bilan il est négatif parce que si vous attelez à certaines questions qui sont même auxquelles on a accordé des délais d'exécution, par exemple le dialogue inclusif, il devrait être organisé dans un délai de 3 mois. Nous sommes déjà au-delà de ces 3 mois-là et donc ils ont échoué sur ce point déjà. La charte devait être modifiée à l'effet de rassurer la population tchadienne de ce que eux, les membres du CMT et même du gouvernement ne soient pas éligibles pour la phase transitionnelle ou bien pour la phase après les élections que nous souhaitons tous transparentes, claires et crédibles. Et donc, vous voyez, ils font tout pour ne pas réviser cette charte-là. C'est déjà aussi à inscrire du côté négatif de leur gestion. Si nous poursuivons un peu plus loin sur le dialogue même, qui est dit qu'ils doivent l'organiser très rapidement, vous voyez que plusieurs actes qui devraient intervenir dans le cadre de ce dialogue-là, mais ils l'ont anticipé. Par exemple, par la mise en place d'un comité préparatoire du dialogue. C'est ça. Ça peut pas poser problème en tant que tel, mais c'est que ils le font en dehors de toute médiation internationale et sans requérir le consensus même au niveau national. Il se barricade derrière le fait, et ça, quand je dis il se barricade sur le gouvernement, il se barricade derrière le fait que le décret ayant instauré donc ce comité, les critères pour mettre en place ce comité préparatoire-là, n'ait pas été nominatif, mais qu'il est simplement défini des critères de façon sans indiquer, catégoriser les personnes ou peindre le profil des gens qui devraient faire partie de ce comité-là. Mais c'est comme excuse, c'est fallacieux parce que ce pays a eu à organiser déjà une conférence nationale souveraine et le comité qu'il a préparé n'était composé que de 15 personnes et des personnes se démarquant simplement par leur moralité, leurs compétences et le sens de service de la nation. Et ça a été plutôt bien mené. Si l'on se réfère à d'autres pays, par exemple, comme le Sénégal, c'était une seule personne à qui l'organisation de ce dialogue-là avait été confiée. J'oublie le nom, mais bon, si ça me revient, je pourrais vous citer. C'est Amadou Matambo. Voilà. Donc, les exemples sont légion. Aujourd'hui, ils ont commencé par citer des noms. Ils ont fait représenter, par exemple, la Ligue tchadienne des droits de l'homme. J'ai dit à constater avec le collectif des ADH, nous avons constaté avec beaucoup de regrets et de surprise même que c'est un certain Nangdjede et Adoum, pratiquement inconnu du milieu des droits de l'homme, qui est censé, qui a été désigné pour représenter les ADH. Alors que nous avons des références, il y a des personnalités connues même tant sur le plan national que sur le plan international dans le milieu des droits de l'homme
qui mériterait de prendre le lead dans ce paysage-là au titre donc des droits de l'homme. Les journalistes sont représentés aujourd'hui par un magnat de la presse. Il a beau être magnat de la presse, j'exagère peut-être un peu, mais c'est un chef d'entreprise. Il mériterait de figurer au rang des chefs d'entreprise des opérations, des opérateurs économiques. Mais il est là, il prend la place d'un journaliste et on nous assourdit, on nous casse le tympan par le fait qu'il y a eu des élections. Non, il n'avait simplement pas sa place parmi les journalistes pour pouvoir être finalement même élu. Vous voyez, on fausse le débat de cette manière. Donc, il y a plein de choses à dire. Et si, bien évidemment, même sur l'accompagnement, hein, parce que je crois que c'est le dernier point de la résolution de l'Union africaine, l'accompagnement de la communauté internationale avec des efforts, de l'appui technique à offrir aux Tchadiens. Cet appui technique-là, on ne le voit pas arriver. Des questions liées, par exemple, à la réforme de l'armée, tout ça, des questions de sécurité auraient pu être faites aussi par cet appui-là. Il n'en est pas question. Et dans une course en avant, on apprend que même des réformes structurelles sur le plan de l'armée sont entreprises par le CMT. Il faut donc déplorer cela et dire que le bilan, il est complètement négatif. D'autant plus que ce régime-là, il n'est pas en odeur de sainteté avec la population. Je le dis parce que Wokitama côtoie presque toutes les franges de la population au quotidien et on se rend compte que personne n'a le cœur dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils font tout pour que les libertés de manifester ne soient pas transparentes. Là, demain, nous allons être dans la rue, mais ils nous confinent à la périphérie, alors que dans tous les pays, se disant démocratiques, c'est sur la place publique que les désagréments, que les contestations de l'exercice du pouvoir sont portés. C'est vrai. Nous avons beau discuter avec les autorités du ministère de la Sécurité publique, je le dis, j'espère qu'ils nous écoutent pour qu'ils comprennent qu'ils ne rendent pas service à ces pays-là. Aujourd'hui, demain, parce que les camarades ont voulu ne pas perdre le bénéfice de la mobilisation engagée sur le terrain, nous allons suivre le tracé qu'ils nous ont défini. Mais j'espère que c'est la dernière fois. C'est la place de la nation que nous envisageons. C'est là-bas que les projecteurs du monde entier devraient être braqués pour dire que oui, voilà, c'est que la population est sortie, voilà ce qu'elle a tenu comme discours, voilà ce qu'elle aspire. Et sinon, nous sommes simplement dans la dictature. Il ne suffit pas d'autoriser une marche pour dire que nous sommes un pays démocratique. C'est un vernis, mais qui ne résiste même pas à la critique. Voilà, je ne sais pas, j'ai un peu parlé très rapidement. Tout à fait, merci Max. Merci d'avoir évoqué cette situation. Il y a Congo Médard qui nous a rejoint. Congo, bonsoir. Bonsoir Makaila, bonsoir Max, bonsoir Évariste. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Voilà. Vous savez très bien que nous débattons aujourd'hui du processus de dialogue, mais également nous faisons également une lecture assez large du bilan de 3 mois de gestion à la tête de ces pays du CNT. Évariste évoqué plusieurs points. Il a évoqué la question du bras de fer qui oppose les diplômés sans emploi à la junte militaire au pouvoir, donc au gouvernement. Il a évoqué le conflit agriculteurs-éleveurs. Il a évoqué également les questions de retraités, les victimes des Sénabrés qui ne trouvent pas de réponses satisfaisantes. Max Luangard évoqué tout à l'heure la dégradation de la situation à tous les niveaux. Il a expliqué le manque de volonté politique de la junte militaire au pouvoir qui ne devait pas réformer de manière structurelle les institutions, mais non, ça qui est extrêmement inquiétant. Dans ces conditions, vous êtes observateur continu de la société. Vous en pensez de l'état du lieu 3 mois après. Vous avez entendu? Je réponds. Ouais, j'entends pas trop. Je disais, vous avez entendu Évariste évoquer les différents points qui ne sont pas résolus, notamment les questions des diplômés sans emploi, les questions des agriculteurs et les verts, les conflits entre eux. Il a également évoqué les questions des retraités et Max Luangard a longuement évoqué la situation des réformes structurelles engagées par la junte au pouvoir.
la légitimité d'engager ces réformes. Vous qui êtes observateur de la scène politique kenyane, comment jugez-vous cette situation inquiétante aujourd'hui? Merci, mon cher Makaila. Merci pour m'avoir donné la parole, pour prendre le train déjà en marche. J'étais un peu coincé au niveau du boulot, mais j'ai dit, bon, je vais faire tout quand même pour répondre à ton invitation. C'est gentil. Et je suis au fait. Donc, pour compléter, Évariste et Maître Max, oui. Moi, je dis aujourd'hui faire le bilan de 3 mois du CMT depuis son coup d'État institutionnel. Je reviens à dire que c'est le même système du MPS, c'est le même système du feu Déby qui continue. Déby est mort, paix à son âme. C'est la tête qui est partie, mais tout le reste du corps reste intact. Quand on regarde déjà, tout à l'heure, j'ai essayé de regarder également l'interview du porte-parole du gouvernement, Monsieur Abdraman Lamala. J'ai dit, mais franchement, c'est démagogue en puissance 10. Franchement, je ne sais pas si, quand bien même on dit le ridicule ne tue pas en politique, mais il faudrait quand même qu'il se regarde en face quand il parle à l'opinion nationale et internationale en faisant le bilan de ces 3 mois. Que la stabilité et la sécurité sont garanties, que les salaires des fonctionnaires sont garantis et que les fonctionnaires ont perçu même leur salaire avant même le terme et que toutes les institutions sont mises en œuvre et que ce gouvernement est d'arrache-pied pour travailler quand il fait le bilan aussi par rapport également aux exécutions sommaires des prisonniers de guerre et autres. Ça me fait vraiment de la peine pour lui. Ça me fait de la peine pour lui. Mais je dis, il est dans son rôle. Et lui qui a été aussi politico-militaire en 2008, il était déjà à N'Djamena. C'est ça. Comme porte-parole du FUC à N'Djamena quand il se voyait déjà président de la République du Tchad. De l'UFR. Pour moi, donc il faudrait qu'il n'oublie pas son passé déjà. Ce pays, on a tellement souffert, le peuple a tellement souffert de ces 40 années de règne, de l'injustice, des inégalités sociales, de la confiscation du pouvoir et de toutes les autres formes d'oppression. On ne va pas le laisser parler comme ça. Donc, cela dit, je reviens très rapidement par rapport au bilan des 3 mois. Depuis que le CMT est là, je dis le bilan est à -0. À -0. Il n'y a même pas déjà la volonté politique. Il n'y a même pas cette volonté de changer les choses. J'ai l'impression que le CMT est sur une bonne voie pour confisquer encore pendant longtemps ce pouvoir-là. Quand on regarde déjà, au niveau de la mise en place déjà du CMT, et que Koulamala nous dit que le CMT, c'est un organe législatif, il y a un vide pour lui parce que l'Assemblée nationale a été dissoute et qu'il fallait absolument un contre-pouvoir. D'après lui, on n'a jamais eu un contre-pouvoir depuis que Déby est arrivé au pouvoir. C'est-à-dire, l'Assemblée a été toujours occupée par la majorité des gens du MPS qui sont là pour accompagner déjà Déby quand il veut modifier la Constitution, quand il veut modifier les lois, quand il veut faire tout. Donc, ils sont là, c'est des bénis, oui à tout, sans même prendre conscience même de l'intérêt général, de l'intérêt collectif, quand bien même prendre conscience de ces serments qu'ils ont en eux-mêmes pour servir le peuple, parce que pour eux, ils ont été élus par le peuple. C'est dommage. C'est dommage parce que aujourd'hui, l'Assemblée qui a été dissoute, quelques jours après, cette Assemblée a été réhabilitée avec Kabadi à sa tête. Les mêmes députés de l'Assemblée depuis le temps de Déby sont restés intacts, personne n'a changé. Et c'est une Assemblée déjà qui est légitime et illégale depuis longtemps parce qu'il n'y a pas eu d'organisation pour renouveler le bureau, pour renouveler l'Assemblée. Et au niveau du gouvernement, quand on regarde, qu'est-ce qui change au niveau du gouvernement?
C'est juste la résurrection carrément de la primature pour la nomination de Albert Pahimi Padaké comme Premier ministre. Mais quand on regarde la totalité des membres du gouvernement, à la seule différence de l'entrée d'Alabo dans le gouvernement, de l'entrée de deux représentants de Saleh Kebzabo dans le gouvernement, de l'entrée également du ministre de l'Éducation, du ministre de l'Enseignement supérieur. Donc, quand on compte déjà les nouveaux, je ne pense pas qu'ils vont dépasser 10. Et c'est la même machine, c'est les mêmes DG, c'est les mêmes secrétaires généraux, c'est les mêmes gouverneurs. Quand on regarde également au niveau des postes militaires, c'est les mêmes. Et encore pire encore, tous les décrets qui sortent tous les jours, c'est pour renforcer ce régime. Quand on parle également des nominations à connotation clanique et autres, et que Koulamala nous dit que c'est sur la base des compétences, mais qu'on nous dise, quand on parle déjà, quand on prend par exemple une liste de 100 personnes et qu'on trouve 90 Zakawa, et qu'il ne veut pas qu'on en parle, et que nous sommes au XXIe siècle, et qu'il faut arrêter ce débat. Non, mais il n'est pas bien placé pour nous dire ça, là. Donc, moi, je dis, ce bilan, le CMT, au début, c'est comme Idriss Déby, quand il était arrivé au pouvoir en 90, on avait cru en lui, parce qu'il a promis au peuple tchadien la liberté. Je vous apporte ni l'argent ni l'or, mais cette liberté. Et il est resté au pouvoir pendant combien d'années? Plus de 30 ans. Paix à son âme. Aujourd'hui, il y a son fils qui nous a été imposé par Macron et Le Drian. Et je suis en train de dire aussi, je dis les premiers responsables de ce mal que nous allons vivre, que nous avons commencé à vivre depuis le décès de Déby, c'est d'abord Macron et Le Drian. Et il faut qu'ils m'entendent bien. Ce pays, pourquoi ils vivent la vraie démocratie, la vraie liberté chez eux? Pourquoi ils ne peuvent pas changer la constitution et se représenter autant de fois? Et pourquoi imposer aux Africains cette façon de faire? Maintenir ces dictateurs au pouvoir. Et la conséquence est que maintenant, l'Union africaine est partie. L'Union africaine vit aux dépens de l'Union européenne. Quand on regarde le budget de l'Union africaine, à plus de 70%, c'est qui finance? Donc, ils sont obligés. C'est des valets, des valets fabriqués par l'Élysée. Et ils ne peuvent pas faire autre chose que ça. Moussa Faki existe que de nom. On prend par exemple le président en exercice de l'Union africaine, le président du Congo. Mais le même discours qu'il tient là-bas au Tchad pour condamner le coup d'État institutionnel, quand il revient après à l'Élysée, il change de discours. Et aujourd'hui, ils sont en train de voir comment ce CMT est en train de nous amener dans le profond trou. Il essaie également de placer les gens, le comité d'organisation, déjà en charge de la préparation de cette conférence nationale souveraine et inclusive, voulue de tous les vœux des Tchadiens. Ce n'est pas consensuel. La charte de transition du CMT qui a été rédigée en moins de 48 heures, je ne sais même pas, ils prennent le pouvoir et le lendemain, ils nous présentent une charte de transition qui porte même la date même de 2021 alors que Déby est décidé en 2000. Non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Et aujourd'hui, cette Union africaine qui va maintenant exiger également des résolutions au CMT. Le CMT n'est pas prêt. Il n'est pas prenable. Quand on demande la révision de la Constitution, la révision autant pour moi, de la charte de cette transition, qui pour moi devait être provisoire, qui pour moi devait être soumise d'abord à un référendum. Ça n'a pas été le cas. On n'a même pas discuté. Les gars arrivent, la charte de transition, on vous plaque, 15 généraux qui se présentent à la télé et qui décident de dire, voilà, mais le Tchad, quand on nous parle de la sécurité, Koulamala nous dit, aujourd'hui, il y a l'instabilité parce que le CMT a pris les choses en main. Mais c'est non. Il parle comme, avant même la mort de Déby, c'est comme le Tchad était déjà en guerre. Et que cette mort, si seulement le fils de Déby ne devait pas substituer vraiment à son père, le Tchad allait vivre un chaos. Mais qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent. Le Tchad n'appartient pas à ces 15 généraux. Le Tchad n'appartient pas au CMT. Le Tchad n'appartient pas aux Zakawa.
Le Tchad n'appartient pas à ce mouvement patriotique du salut. Même pour avoir son salut, au Tchad, il faut d'abord militer dans le parti patriotique du salut pour avoir mérité un poste de par ses compétences. Mais qu'on arrête ce comité qui n'est même pas consensuel. Moi, j'ai dit, il faudrait arrêter. Et il faudrait revenir à la raison. Dire que voilà, nous, on a péché dès le départ, on a péché, on a commis des graves erreurs, on ne veut pas continuer avec les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, autant du débit père, mais il faudrait quand même qu'on associe, qu'on implique tout le monde. Il parle de la représentativité de ce comité d'organisation. Représentativité par rapport à quoi? Le Tchad compte combien de partis politiques? Sérieux. On ne prend pas les partis qui sont favorables au MPS, les partis qui les accompagnent, pour dire que voilà, vous allez constituer ce parti. Ou on prend comme maître Max l'avait aussi souligné, les gens qui ne sont même pas professionnels dans tel ou tel domaine de droits de l'homme ou des journalistes et autres pour les placer là. Et que les associations, les ADH ne font même pas leur travail. Arrêtons de mentir à l'opinion nationale et internationale. Dieu est là pour nous juger et qui voit des choses. Donc moi, j'ai dit, même déjà, au niveau même du Conseil national de transition, on ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs. Pour moi, vu qu'ils ont commencé déjà avec cette assemblée qu'on a dissoute, mais qu'on essaie de faire les choses sérieuses, qu'on associe tout le monde dans ce comité d'organisation. Ils ne parlent même pas de la diaspora déjà, ce Koulamala, pour dire que non, il y a les ressources humaines, des gens interprofessionnels et ainsi de suite. Quand ils parlent également des libertés, quand on parle par exemple des gens qui ont été assassinés, des prisonniers de guerre, et quand ils méconnaissent également la Convention de Genève, qui a aboli déjà la peine de mort, qui a aboli déjà les traitements inhumains et dégradants, et qui, de notre côté, ces prisonniers de guerre, qui sont aussi des Tchadiens, et qui ont pris les armes, pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas l'alternance au Tchad. Il n'y a pas cette démocratie, il n'y a pas cette volonté de partager ce pouvoir avec l'ensemble des 16 millions de Tchadiens qui sont à l'intérieur du pays et qui sont à l'extérieur. Soyons sérieux, le bilan est vraiment zéro. Et si le peuple ne doit pas se mettre debout, je pense qu'on va connaître les mêmes problèmes. Et aujourd'hui, je prends à témoin Macron, qu'il m'écoute. Je prends le Drion, qu'il m'écoute. Il faut arrêter. Avant qu'il soit trop tard, soit le CMT revienne sur des bons sentiments, Wakitama, qui est constitué des partis politiques sérieux, de la société civile sérieux, des ADH. On doit composer avec Wakitama. Et je dis aujourd'hui tout mon soutien à Wakitama. Tout mon soutien également à ce travail au niveau de la diaspora par l'intermédiaire du groupe de concertation. On est en train d'abattre. Donc on va continuer. Et peuple tchadien, debout, ta liberté mettra de ton courage. Et la Constitution te permet de te battre et dire non à la confiscation du pouvoir. Et moi, je veux, pour finir, je dis également à Max, dorénavant, qu'on ne nous impose pas l'itinéraire des marches. Absolument. Parce que la Constitution nous autorise à le faire. On n'a pas besoin de l'autorisation de ce CMT illégal et illégitime. Et je prends à témoin aussi Ali Abdraman Agar, je prends à témoin aussi Achek Ibounouma. Ils ont vraiment ce travail-là. Il faut quand même, soit ils démissionnent si le CMT ne veut pas les écouter. Et je prends à témoin ce que Ali Abdraman t'avait dit lors d'une conférence, d'une émission que tu avais organisée, Makaïla, pour dire qu'il a 62 ans. Il n'est pas là pour s'amuser. Donc il n'a qu'à dire à ce petit qui n'est pas là pour s'amuser, soit il lui donne tous les moyens pour réussir et inclure tout le monde. On a besoin d'un débat, d'une conférence souveraine inclusive de toutes les forces vives de la nation. Merci Makaïla, j'en ai fini pour Merci, merci. On comprend aisément ton coup de gueule. L'heure est grave, la situation est inquiétante, je comprends parfaitement. Je précise que Ali Abdelman Hagar avait fait une émission avec plutôt soit Abel Maïna, soit Mohamed Assili. Je pense que ça doit être lui. Néanmoins, nous allons tenter de l'inviter un jour à nos émissions. Évariste, tu as entendu tout à l'heure Médard, le coup de gueule des Médard, c'est certainement qu'il est pris par aussi le positionnement de la France qui apprend son soutien décisif et total à une jeune militaire illégale et légitime, comme l'a dit Médard. Évariste, vous, juriste, vous avez une analyse assez un peu faite sur le rapport entre le Tchad et la France. Est-ce que ce n'est pas ça qui a un peu permis
permis à la junte au pouvoir d'avoir une confiance et de réprimer sa population, comme tu l'as expliqué, et surtout de ne pas tenir compte de toute résolution, de toutes les propositions faites par la société civile, le mouvement citoyen Wakitama, et même tenir tête même à l'Union africaine. Évariste, qu'en pensez-vous? Évariste, votre micro, Évariste. Micro, voilà. Effectivement, le rapport entre la France et le Tchad a conforté le CMT dans sa logique de confiscation du pouvoir. Mais pour le rapport entre la France et le Tchad, ça ne remonte pas au CMT, ça ne remonte pas au régime Déby. Le général de Gaulle disait « La France n'a pas d'amis, elle n'a que d'intérêt ». Ils sont dans cette logique-là. Et nous savons tous que pendant longtemps, au sein de la cellule africaine, il y a un monsieur qui s'appelle Foka, et à son nom, qui a formé la cellule africaine. Il était donc l'inventeur de ce qu'on appelle la France-Afrique. Cette France-Afrique, qui est instituée depuis le régime du général de Gaulle, continue donc à faire ses effets. Ça n'a pas changé, comme Médard l'a dit, pour le régime tchadien. Depuis la prise du pouvoir d'Idriss Déby, rien n'a changé. Aujourd'hui, on prend les mêmes et on recommence. C'est aussi le cas dans le contexte français. Même si on se dit qu'ici, c'est la démocratie et que les régimes changent, mais la politique africaine de la France est un dogme et ça ne change pas, quel que soit le parti qui arrive au pouvoir. Donc, ils sont dans cette logique-là. Ils considèrent que leurs intérêts ne peuvent être garantis que par des gens moins instruits, maniables, des gens qu'on peut manipuler à merveille. Et donc, qui est-ce qu'on peut manipuler après le décès du président Idriss Déby? Celui qu'ils ont choisi, le général à 37 ans, celui-là, on peut lui demander d'assurer nos intérêts en Afrique parce qu'ils savent déjà que ça commence à bouger au niveau de la Centrafrique. La Russie est en train de prendre position et le président centrafricain prend ses distances. Si on a quelqu'un qui peut les résister au Tchad, petit à petit, ils vont perdre l'Afrique. Et s'ils perdent l'Afrique, ils perdent aussi leur force. Parce que la France est ce qu'elle est, parce que derrière elle, il y a 14 pays africains francophones qui le soutiennent d'une manière ou d'une autre. Donc, pour ces pays-là, pour que ces pays restent dans le giron français, pour que ces pays soient contrôlés à merveille par la France, il va falloir avoir à la tête de ces pays des gens qu'on peut manipuler facilement. Donc, la France, elle est là pour défendre l'intérêt des Français. C'est d'abord leurs intérêts à eux. Et donc, leur politique n'a pas changé. On a vu débarquer Macron à N'Djamena pour adouber Mahamat Idriss Déby comme président. Dans le même temps, il s'est passé quelque chose au Mali. Quelle a été la réaction de la France? C'est la même situation, 2 poids, 2 mesures. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que le colonel Goïta faisait primer l'intérêt du Mali sur les intérêts de la France. Et on s'est trouvé que c'est un danger, il faut l'écarter. Goïta était militaire. On a dit qu'il ne doit pas prendre le pouvoir. Et de l'autre côté, Hamad Kaka, qui est général, peut prendre le pouvoir. Donc, une politique de 2 poids, 2 mesures, guidée simplement par les intérêts de la France. Donc, il ne faut pas qu'on soit surpris par cette position de la France. Cette position n'a pas varié depuis le général de Gaulle et elle risque de ne pas varier. Parce qu'on s'est rendu compte encore de ce que le président François Hollande disait
à Dakar lors du sommet de la francophonie. Il a fait un discours dans lequel il a clairement fait comprendre que la France, il va y avoir rupture avec la France-Afrique. Ce n'est pas malheureusement le cas. Ils ont évoqué la situation au Mali pour faire recours à Idriss Déby, pour fermer les yeux sur le changement de la Constitution. Et le président Idriss Déby, il a dit, et à son homme, il a dit, il n'a pas voulu se maintenir au pouvoir, mais que c'est un constitutionnaliste français qui était parti, qui ne connaît même pas son nom. Mais je crois, au risque de me tromper, c'est Guy Carcassonne, parce qu'il a fait ses preuves au Togo, quand Iyadema, père, était décédé. Donc, Déby nous l'a dit clairement que c'est la France qui l'a imposé. Okay. Et la France vient encore de nous imposer son fils. Et ce qu'il faut pour faire comprendre à la France que nous sommes un peuple, c'est que le peuple tchadien suive donc le mot d'ordre lancé par Wokitama et qu'il descende massivement dans les rues pour dire que nous sommes un peuple souverain, le Tchad nous appartient et vous devez compter avec nous, peuple tchadien, et non avec un gouvernement illégal et illégitime. Merci, merci Évariste. Max, tu es là? Oui, je suis là. Max, tu as entendu les deux analystes, hein, en fait, vous avez entendu Médard, Congo, Évariste, largement impliqué la France. Vous qui êtes au front depuis quelque temps face à la junte militaire au pouvoir, vous avez été reçu hier par le Premier ministre. Vous avez vu à Djamena la présence de Basile, le haut représentant de l'Union africaine. L'Union africaine est dans une situation de crise politique avec le Tchad. Max, avez-vous encore confiance à l'Union africaine? Écoutez, nous étions les premiers au Kitama. Avant même que l'Union africaine n'arrive, Wokitama avait fait une déclaration. Je crois que c'était dès le mois de mai pour dire que il y avait une rupture de confiance entre le peuple et les nouveaux dirigeants et que comme tel, nous souhaitions que l'Union africaine et l'ONU assurent la protection de nos populations. C'était bien avant le 14, je crois, la date à laquelle eux, ils se sont réunis pour l'autre. Mais la polémique était en ce moment-là très élevée du fait de ce que le CMT était vraiment contesté en bloc. Mais très vite, nous avons déchanté parce que l'Union africaine avait refusé de s'assumer le diagnostic de départ qui consistait simplement à reconnaître que ce qui s'est passé au Tchad était un coup d'État. Refuser de le reconnaître, c'était inconcevable. Et à partir de là, nous avons dit que même l'Union africaine, nous ne lui ferons plus confiance. Nous ne lui faisons plus confiance et que le peuple tchadien doit compter sur lui-même. Mais nous restons quand même un peu dans l'attente du rôle que les Nations Unies peuvent jouer et aussi compte tenu de la contestation qui a été faite par le CMT à l'égard relativement à la nomination du professeur sénégalais Fall. Nous pensons qu'il n'est pas trop tard pour l'Union africaine de se ressaisir et vraiment de s'affirmer. Parce que c'est une institution africaine auquel nous avons placé depuis des décennies. Le continent africain place sa confiance. Alors, s'il ne s'assume pas, ce serait bien dommage. Mais nous en arrivons à constater que le CMT aujourd'hui ne résiste pas simplement à sa population, mais il résiste aussi aux institutions internationales. Absolument. Parce que tous les autres la tardent à faire entendre leur voix. La francophonie, par exemple. L'Union africaine. Il y a l'OIF qui a... Oui, mais ils ont fait des visites ici, ils nous ont rencontrés, mais depuis, il y a silence radio. Nous pensons qu'ils devaient être au centre de ce qui se passe ici, relativement au dialogue là, même si ce n'est pas l'Union africaine ni la communauté internationale qui doit agir en lieu et place des Tchadiens,
Ils ont un rôle de médiation et comme tel, leur neutralité devrait nous permettre, toutes les fois que nous parlerons comme qu'il y aura je sais pas, qu'il y aura de la confusion, ils devraient nous aider à clarifier la situation et aller de l'avant. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Depuis que nous disons que la méthode du gouvernement pose problème, parce qu'ils mettent la charrue avant les bœufs, parce que normalement les institutions doivent naître du dialogue inclusif, personne ne parle. Depuis que eux-mêmes ont écrit que le CMT doit très rapidement mettre en place le CNT, alors que nous pensons que là, ils ont fait une mauvaise analyse, parce qu'il n'est pas question de mettre... Si vous mettez déjà les institutions en place en dehors du dialogue, à quoi le dialogue servira? Rien. Simplement pour rédiger une nouvelle constitution, on n'en a pas besoin, parce qu'on a plein de constitutions qui sont là et qu'il suffit de réchauffer. Mais nous pensons que l'opportunité qui s'offre par ce coup d'État-là et la mort du président Déby est belle pour permettre aux Tchadiens de se parler les yeux dans les yeux et de prendre des mesures salvatrices pour que tous nos maux du passé soient derrière nous et que nous puissions aller mais engager vraiment le pays sur la voie du développement. Or, nous nous y prenons très mal. Et à cela, on ne saurait comprendre que la France, qui a formé pendant des décennies des générations d'officiers supérieurs, se rabatte sur la personne de Mamad Kaka, simplement parce qu'il pilotait la garde républicaine. C'était pas normal. C'est très mal jugé de la part de la communauté internationale et aussi de la part même de l'armée. Parce que le rôle de l'armée, depuis des siècles, c'est d'assurer la sécurité. Alors, prétendre que nous avons pris le pouvoir pour empêcher que le pays ne tombe dans le chaos, alors que c'est ça. Être mis en œuvre serait été le plus grand service qu'on aurait pu rendre à cette nation-là. Mais non, c'est l'appât, la soif du pouvoir qui a fait que ce groupe de 15 généraux s'est érigé en lieu et place du pouvoir qui devrait revenir au peuple. Donc, c'est inadmissible. Alors, Max Longard, alors, oui. je voudrais vous poser deux questions assez très peut-être provocatrices, hein, Max. Est-ce que c'est pas le fait que le poids du Tchad dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et les déficits liés également à la mobilisation intérieure des forces vives politiques tchadiennes, mais également la division au sein des acteurs politiques, parce que vous savez, vous avez été fragilisé par l'entrée dans le gouvernement de deux poids lourds de l'opposition, à savoir M. Saleh Kebzabo et Alabo. Et est-ce que c'est pas, et puis d'autres personnalités hein, qui sont très actives dans la lutte citoyenne à l'intérieur du pays. Je pense à Maman Lazina qui vous ont faussé compagnie. Est-ce que c'est pas cela qui a fragilisé un peu la dynamique populaire que vous avez enclenchée depuis quelque temps? Mais je ne crois pas exactement. Hein. Vous savez, nous avions commencé la contestation au temps de Déby déjà. Et quand la contestation a été menée, certaines personnes que vous citez n'étaient pas de notre côté. Vous vous souvenez, il faut remonter à l'organisation du dialogue inclusif. Ce qu'ils ont appelé le dialogue inclusif, le deuxième dialogue inclusif de décembre 2020. Du forum. Et voilà, du forum. Voilà, c'est plutôt, ils ont dit parler d'un forum inclusif. Et, quand ils ont lancé ce forum inclusif, mais il y a eu une levée de bouclier du côté des forces vives. Et nous avions essayé de nous entendre pour organiser un dialogue, un contre-forum. Mais déjà, par rapport à l'approche, nous ne nous sommes pas entendus et certains ont tenu un forum finalement virtuel que vous avez tous... C'est ça. Le cadre de concertation, exactement, le groupe de concertation. Et nous avions continué, nous autres,
Je crois que l'épilogue, c'est ce document que nous venons de sortir il y a quelques jours. C'est ça. Nous aurons l'opportunité de partager. Mais déjà, des gens comme Alabo n'a jamais fait partie de la dynamique citoyenne. Parce que nous ne nous sommes pas compris, une fois de plus dans la démarche, tirant les leçons des organisations antérieures qui ont échoué. Nous avions dit que cette fois-ci, il faudrait que le leader, le lead de la contestation soit porté par la société civile pour éviter que des questions justement de leadership. C'est de leadership et de déplacement. En politique ne nous fasse perdre du temps inutilement. Mais tout le monde a adhéré, mais Alabo était parmi ceux, c'était même celui qui nous a dit que non, ils ne sont pas là pour être des wagons, pendant que la société civile joue le rôle de la locomotive. Donc, il n'a jamais adhéré, et le fait que lui soit entré au gouvernement, en principe, ne doit pas être vécu comme, en tant que tel, comme un facteur négatif dans la consolidation de la lutte. Et le poids du Tchad dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, est-ce que ce n'est pas aussi responsable de cette situation en principe, qui vous isole? Max. Et Max a un problème de connexion. Je transfère la question à Médard. Médard. Oui. Vous m'entendez? Oui. Voilà, Médard, moi, je voudrais juste vous interpeller sur le fait que les démarches, la lutte que mènent également de l'autre côté les transformateurs dirigés par Succès Masra. Médard, est-ce que Succès Masra, le fait qu'il continue d'assurer le pouvoir à travers son balcon et en laissant les autres aussi dans la rue, comme Wakitama, est-ce qu'il ne faut pas il n'est pas temps à ce que Succès aussi mobilise ses troupes dans la rue dans la journée de demain, pour la journée de demain? Tout à fait, oui. J'ai dit, c'est vrai que Succès Masra, comme chef de parti des transformateurs, et qui est aussi membre de la coordination de Wakitama. À toutes les réunions de Wakitama, je vois aussi son vice-président, Dr Sitak, qui est toujours aux côtés de Max et puis de Ibedou. C'est ça. Donc, moi, je dis, il est aussi temps qu'il essaye de redynamiser, remobiliser aussi sa troupe, qui est, quand je parle de la troupe, je parle de ses militants, je parle de ses sympathisants, parce que s'il est dans la coordination de Wakitama, c'est parce qu'il a adhéré également à la politique, aux stratégies également de lutte de Wakitama. Donc, moi, je dis, il est temps parce que le travail que Wakitama fait aujourd'hui, c'est un travail qui va porter ses fruits et qui portera ses fruits à tous ces millions, ces 16 millions de Tchadiens, et non à un seul parti, non à une seule ethnie, non mais c'est pour autant dire à l'ensemble carrément de toute la population tchadienne. Donc, il est temps que Masra Succès essaye de revoir sa position, et il faudrait aussi, comme son vice-président est tout le temps avec Max, qu'il lui fasse aussi le compte rendu et qu'il nous écoute ici. Et je voudrais aussi aborder aussi la question par rapport au G5 Sahel que tu avais posé tout à l'heure à Max et qui malheureusement n'a pas pu répondre à cause de problèmes de connexion. C'est ça. Le problème de G5 Sahel que aujourd'hui on a baptisé Force Barkhane et tout ça, moi je dis c'est un groupe qui a été mis sur pied par la volonté seulement de la France. C'est ça. C'est les intérêts de la France que ces 5 groupes de pays essayent de servir.
Moi, je suis désolé quand on parle parce que le Tchad était un pays quand même central, moteur dans la un îlot de paix. Voilà. Et puis qu'on fasse l'éloge également de l'armée tchadienne tout le temps et qu'on dise que sans l'armée tchadienne, on ne pourra même pas faire ce que les gens sont en train de faire maintenant dans la lutte contre les djihadistes. Mais dès lors que le Tchad essaye de mobiliser énormément de fonds, ces fonds qui peuvent même servir déjà à sa population, à son peuple, qui ne mange même pas à sa faim, qui ne se soigne même pas. Et il y a pas mal de diplômés tchadiens qui sont là sans emploi, que l'État a formés et qui sont là dans les rues, qui sont obligés d'aller au marché à côté de la mosquée, là, avec des outils de bricolage et autres qui attendent vraiment les bons samaritains pour courir et aller bricoler, avoir 1 000 francs, 5 000 francs, mettre dans la poche pour aller subvenir aux besoins de leur famille et autres. C'est malheureux. C'est malheureux. Et nous, on est à l'intérieur. Dès lors que tu n'assumes même pas, tu es incapable d'assumer la sécurité de ton propre peuple, tu vas prétendre assurer ou être le gardien carrément de ce grand ensemble de G5 Sahel. Moi, je dis c'est de la poutre aux yeux, quoi. Donc, il faudrait qu'on arrête et qu'on essaye de se positionner, de se focaliser à son peuple comme le président malien a pris les choses en main. C'est un militaire. Et moi, je lui tire chapeau parce qu'au niveau du Mali, quand on regarde l'armée est quand même nationale. Et l'armée a également toute la bénédiction de son peuple. Oui. La France a tout fait pour déjouer. Et on a vu comment la France a fait au Mali, on a vu comment la France a fait aussi en Centrafrique en posant également l'embargo sur les armes que le président Touadéra avait demandé pour lutter contre les factions rebelles qui occupaient 70% de sa population, de son territoire. Un pays démocratique, un pays souverain qui ne peut même pas aller vers d'autres puissances coloniales pour négocier au titre du droit international public du partenariat. Et puis après, on va dire, parce que je suis là, je suis une ancienne puissance colonisatrice et que c'est ma place seulement là, je ne dois pas laisser la place aux autres. Et c'est ce que la France est en fait. La France a voulu aussi créer aussi un antécédent diplomatique entre la Centrafrique et le Tchad. Heureusement que les deux peuples ont été plus intelligents que leurs besoins. Voilà. Donc, moi, j'ai dit qu'on arrête de dire que voilà, on est là, on installe l'état-major de Barkhane au Tchad et qui prend toutes les décisions. Et voilà, à partir du Tchad, comme on a un vaste territoire, la France profite également de ce vaste territoire pour aller. Tu m'écoutes, Mapela? Oui, je t'écoute parfaitement. Ah, d'accord. Je t'écoute. D'accord. Donc, c'est une position stratégique, politique et voilà, géopolitique que la France occupe à travers ce problème de G5 Sahel et autres. Quand on regarde les djihadistes qui possèdent des armes de marque française, de marque américaine et autres, qui leur donnent ces armes? Est-ce qu'on fabrique les armes au Tchad? Non. Qui doit les fournir? Et quand on rencontre des djihadistes, parmi les djihadistes, on rencontre des Français, des Américains et autres. Il faudrait quand même qu'ils nous expliquent, qu'ils arrêtent vraiment de se moquer du peuple africain en général et du peuple tchadien en particulier, quoi. On a trop souffert et il faut arrêter comme ça, quoi. Merci, Médard. Max Longa, t'es de retour, Max? Oui. Max, pour revenir sur la journée des mobilisations de demain, Max, quels sont, selon vous, effectivement, les leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour plus mobiliser la population tchadienne et surtout raisonner la communauté internationale qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle est très timorée sur la question tchadienne? J'ai pas bien suivi. Je reprends ma question. Pour la journée de demain, quels sont les leviers sur lesquels vous vous appuyez pour mobiliser la population tchadienne et surtout montrer à la communauté internationale que vous avez la possibilité de mettre les gens dans la rue et la convaincre sur le mobile de votre lutte? Bon, moi, je crois que depuis la dernière marche, nous avions suffisamment travaillé. Nous avions effectué des missions à l'intérieur du pays.
nous avions tenu plusieurs réunions et nous avons adopté une nouvelle stratégie de mobilisation. Ce serait l'opportunité maintenant de tester ce nouveau dispositif-là. Est-ce qu'il est viable? Mais je crois surtout que le CMT nous a offert plusieurs opportunités et a démontré par son maigre bilan qu'il n'y a plus d'autre issue que la lutte populaire. Le peuple tchadien aura compris aujourd'hui qu'il doit reprendre sa souveraineté. Et donc, c'est sur ces éléments-là que nous misons. Au moment où nous parlons, nous avons nos compatriotes handicapés qui se retrouvent de l'autre côté de Koussiri et qui refusent de revenir simplement parce que c'est insupportable le traitement humiliant qu'on leur a réservé pour la traversée du pont pour Koussiri. Il y a les retraités qui ont été roudoyés ces derniers temps. Vous avez entendu parler de ça. Oui. Il y a les victimes du régime de Abré qui ont aussi été un peu roudoyés. Il y a les diplômés sans emploi qui n'ont cessé de manifester et qui n'ont toujours pas eu même ne serait-ce qu'un début d'exécution de mesures en leur faveur. Il y a les lauréats des grandes écoles en instance d'intégration abandonnés sur le carreau qui attendent de voir des premières mesures à leur faveur qui tardent. Il y a le fait surtout que les conflits intercommunautaires ont refait surface. Il y a le fait qu'en pleine ville, on a tué des gens. Vous avez vu notamment sur les réseaux sociaux les cadavres jonchaient nos rues. Donc, tout ce bilan-là, en ainsi peu de temps, en 100 jours seulement, démontre très clairement que ce n'est pas sur le CMT qu'il faut compter. Je le disais il y a 2 jours à FM Liberté, que quand un paysan se prépare à ensemencer plusieurs hectares, mais les premiers coups de houe sur cette surface-là et surtout les jalons posés sont suffisants pour savoir est-ce que c'est quelqu'un qui a l'amour de la terre, est-ce que c'est quelqu'un dont le travail peut être promoteur. Mais vraiment, c'était 100 jours complètement négatifs où nous avons vu des milliards investis dans l'achat des véhicules, parmi lesquels CV8, là, c'est très au coût exorbitant. Nous avions vu que aucune mesure sociale n'a été posée, mais que des recrutements, mais à base clanique, avec des conflits à la clé. Vous vous souvenez encore de ce qui s'est passé à Moussoro? Absolument. Voilà, on dit à une frange de la population qu'on n'a pas les moyens pour les employer et bon, on continue par recruter. Et on continue par acquérir des armes. Mais c'est quelle société, c'est quel programme de société on nous réserve? Donc, c'est très clair. Personne ne peut rien face à une armée d'hommes aux mains nues. Ça s'est démontré partout et il est plus que temps que nous abandonnions nos intérêts mesquins et que nous nous mettions dans la rue pour clamer haut et fort notre aspiration à une vie mais plus équilibrée, à une vie plus digne. Nous n'avons pas le choix. Nous pensons que c'est d'abord nous-mêmes qui devrons nous libérer, ceux qui attendent que ce soit la communauté internationale, sans que rien n'est fait. Je crois que personne ne volera à nos secours. Quand ta maison brûle, tu peux attendre que des voisins volent à ton secours, mais tu dois être le premier à commencer à éteindre le feu.
Voilà, il n'y a personne qui... Voilà. Merci Max. Merci Max Longar. Alors, Évariste, vous avez entendu Max Longar évoquer les leviers sur lesquels ils peuvent vraiment appuyer pour raisonner la junte, mais surtout la communauté internationale. Vous qui êtes dans une dynamique internationale judiciaire auprès de la Cour pénale internationale, est-ce que vous pouvez dire un mot par rapport à ces leviers? Est-ce qu'on peut actionner ces leviers pour faire une pression réelle et menacer sérieusement la junte militaire au pouvoir? Évariste, ton micro, Évariste. Merci, Makaila, donc, pour cette question qui touche à la juridiction pénale internationale. Effectivement, je l'ai dit dans ma présentation en faisant le bilan rapide des 100 jours donc, du CNT au pouvoir. J'ai noté que dès le 27 avril, nous avons eu des crimes qui ont été commis, des crimes contre l'humanité. Et bien avant ça, on a constaté aussi que lors des attaques donc, du 11 avril, et aussi lors de l'opération polaire de Bouama, des exactions ont été commises sur les prisonniers Mass Luanga avec la LTDH, le président Ibedou, avec son association, la commission des droits de l'homme, qui était donc, administratif donc, de l'État, ont conduit un rapport démontrant ces exactions-là. Et après, on a recueilli aussi d'autres apports, d'autres vidéos, d'autres éléments factuels qui ont montré que aussi bien les crimes contre l'humanité que des crimes de guerre ont été commis par les responsables du CNT. C'est pour cette raison que nous avons travaillé d'arrache-pied pour soumettre au bureau du procureur de la Cour pénale internationale une communication. Et effectivement, le rôle de la Cour pénale internationale, c'est de sanctionner les crimes les plus graves, donc les crimes contre l'humanité, les crimes d'agression, les crimes de guerre, les crimes de génocide. Et aussi, son rôle de dissuader les auteurs. Donc, si nous avons saisi très tôt la Cour pénale internationale, c'est pour envoyer un message fort à l'opinion publique canadienne, à ceux qui assurent les fonctions de l'État aujourd'hui, pour dire que ce que vous faites est grave et que la Cour est saisie. C'est effectivement une manière de les dissuader, parce que le rôle de cette juridiction, c'est aussi de faire en sorte que ces crimes-là ne se commettent pas. Étant donné qu'ils sont dans une dynamique qui est celle de montrer plutôt les muscles, et que de l'autre côté, nous sommes dans une dynamique de contestation avec notamment le travail que fait Okitama sur le terrain, nous disons que les jours à venir, les manifestations vont encore s'organiser. Et on n'a pas besoin d'une autorisation comme l'a relevé Emeda tout à l'heure pour organiser des manifestations. Donc les manifestations vont se poursuivre. Et est-ce qu'à chaque fois que les manifestations vont se poursuivre, on va avoir aussi une réponse brutale, une réponse brute? Donc pour éviter, pour limiter ces casques, nous avons alerté le procureur de la Cour pénale internationale en lui demandant de prendre cette disposition et d'ouvrir une enquête sur la situation du Tchad. Et en ouvrant une enquête sur la situation du Tchad, selon, on a démontré que les conditions sont réunies. Quelles sont les conditions? Est-ce que la justice tchadienne est à mesure de sanctionner les crimes qu'on a évoqués? Est-ce que les autorités tchadiennes ont la volonté de sanctionner ces crimes-là que nous avons évoqués? Mais justement, on a fait la démonstration justement qu'il n'y a ni la capacité, ni la volonté
du côté du Tchad de faire face efficacement à ces crimes-là, raison pour laquelle la Cour pénale internationale doit prendre ses responsabilités. Mais justement, Évariste, selon nos informations, c'est que deux juristes, deux éminents juristes tchadiens seraient actuellement partis à la Cour pénale internationale pour rencontrer le procureur et évoquer, il s'agit de l'ancien ministre de la Justice et du conseil juridique de l'ex-président défunt et du débit qui serait à La Haye pour évoquer cette question de poursuite judiciaire que vous avez enclenchée contre la junte militaire au pouvoir. Est-ce que vous êtes au même niveau d'information que nous? Non, vous me donnez l'information. Voilà. Et donc, vous me donnez l'information, mais s'ils font le déplacement, c'est quelque part c'est qu'ils sont inquiétés, sensibles, ils sont inquiétés par ce qui se passe. C'est tant mieux. Après, c'est le bureau du procureur, c'est une instance qui est indépendante. Ils peuvent rencontrer monsieur le procureur avec son bureau. Et ça n'empêche pas que nous, de notre côté, on travaille pour consolider notre dossier. Ça serait un combat juridique, donc c'est argument contre argument. Et le bureau du procureur a des analystes, va aussi faire son travail. Et nous verrons lequel des arguments va primer. Et ce qui est important à relever, c'est que le travail continue. Nous continuons à faire le travail. Merci. Et nous espérons que le bureau du procureur va ouvrir une enquête par rapport à la situation. Merci, Évariste. Parce que le dossier est solidement travaillé. Merci, Évariste Dumasdé. Je rappelle que vous êtes juriste, en même temps avocat. Vous avez travaillé sur la communication judiciaire qui était... Alors, je rappelle que vous êtes juriste et en même temps avocat. Vous avez travaillé sur la communication qui a été... Je ne suis pas avocat. Ah bon, donc vous êtes juriste alors? Oui, tout à fait juriste. Voilà. Ok. Vous êtes juriste. J'ai été greffier plutôt, mais je ne suis pas avocat, mais j'enseigne le droit. Hein, donc magistrat. Donc greffier, magistrat. Non, pas du tout. Greffier. C'est confié. Okay, donc vous êtes juriste et greffier alors. Hein? Ouais, voilà. Et vous avez travaillé sur la communication qui a été déposée auprès de la Cour pénale internationale contre la junte militaire au pouvoir au Tchad. Nous accueillons deux personnalités très marquantes du groupe de concertation de la diaspora tchadienne en France. En Europe, dans le monde, il s'agit de Tamara Assil, que vous connaissez très bien, mais également Djonabay qui vit aux États-Unis. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous avez acquis un très grand retard. Vous avez acquis un très grand retard. Tout a été dit, mais néanmoins, on vous donne la parole parce qu'il est question également aujourd'hui de parler du bilan de 3 mois de la junte militaire au pouvoir, mais également de la mobilisation qui s'est faite et du dialogue politique inclusif qui est toujours vraiment qui ne donne pas espoir aux forces de l'opposition tchadienne à l'intérieur, mais également à la diaspora tchadienne. Tamara, vous qui êtes militante et vous suivez de près cette situation, quel lecture faites-vous sur la gestion de 3 mois de la junte militaire au pouvoir, mais également du processus de dialogue politique enclenché par la junte, mais qui n'est pas vraiment qui n'aspire pas confiance à Wakitama et à la diaspora tchadienne. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Tamara. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Tamara. Bonsoir Tamara. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Et ce qui se passe chez nous est vraiment, comment dire, c'est aberrant. C'est catastrophique. C'est tout ce que vous voulez, ça n'a pas de nom. Parce que actuellement, la junte n'a pas du tout la volonté d'arranger la situation, mais plutôt de s'imposer par la force. Et quant à ce dialogue dont vous parlez et forum inclusif, pour moi, je l'ai dit dès le départ, ce n'est qu'une mascarade pour gagner du temps. C'est tout. C'est pas autre chose. Un dialogue inclusif et un forum national, il faut le désirer. Et il faut que tous les partis soient là. Mais dès le départ, la junte militaire avait refusé ça quand les politico-militaires ont dit qu'ils déposaient les armes et qu'ils dialoguaient. Qu'est-ce qui a changé actuellement? Parce qu'elle dit qu'elle est
d'accord pour le dialogue inclusif, que ça va se faire. Regardez la situation où nous sommes. Est-ce qu'il y a un changement depuis les 90 jours ou les 100 jours? Rien du tout. C'est plutôt la situation est désespérante parce qu'il y a plus de crimes, il y a plus d'injustice et rien n'est fait. Et les gens les ministres qui sont là, le ministre de la Justice et autres, ne peuvent même pas s'exprimer comme ils le veulent non plus. Alors, je ne comprends pas cette situation. Pour moi, elle est ambiguë. Et si les Tchadiens, tous autant qu'ils sont, ne s'accordent pas et trouvent une porte de sortie et une solution à notre problème dans ce pays, je crois qu'on va tout droit à un désastre. Il faut bien le comprendre. Parce que là, c'est les intérêts des étrangers qui est en jeu, les intérêts du G5 Sahel qui est en jeu, les intérêts de la junte militaire qui est en jeu et les intérêts de ce gouvernement qui est en jeu. La population n'a pas son mot dans tout ce qui se passe actuellement. Mais si la population ferme les yeux à ce qui se passe actuellement et qu'elle laisse faire, ça sera sa responsabilité à elle aussi. Parce qu'il faut avoir une volonté de vouloir un changement, que ça soit de tous les côtés. Mais quand on prend la position d'aider un parti et de laisser l'autre, ça veut dire déjà qu'il n'y a pas, comment on appelle ça, un intermédiaire. Ni la volonté, ni un intermédiaire vraiment qui est désireux de sortir de nous sortir de cette situation-là. Maintenant, c'est à nous. Le peuple est avec Wakitama. Si Wakitama a la volonté de changer les choses, et je pense qu'elle l'a, il faut la soutenir. Il faut être unis et être derrière elle et sortir avec elle. Et tous les Tchadiens qui se sentent responsables de leur pays et qui ont l'amour de leur pays et qui peuvent apporter un changement dans leur pays, qui se mettent debout et qui fassent quelque chose. Parce que pour vouloir quelque chose, il faut les désirer. Pourquoi est-ce qu'on retourne toujours en arrière? Pourquoi est-ce que toujours on pense qu'aux catastrophes, aux guerres? Pourquoi on ne se projette pas vers l'avenir? Pourquoi on ne se dit pas qu'on peut construire ces pays-là et que chacun peut avoir ce qu'il désire? Travailler, pouvoir se nourrir, pouvoir travailler, pouvoir vivre librement, pouvoir avoir une justice, pouvoir avoir une éducation, pouvoir avoir la santé. Pour ça, il faut se projeter et se dire que actuellement, il y a le multimédia qui est là. Tout le monde le voit. Les enfants le voient, les jeunes le voient, les vieux le voient. Vous voyez les changements qu'il y a dans d'autres pays. Il y a des problèmes partout. Mais pourquoi on ne se projette pas à essayer de trouver une solution au lieu de tout le monde, au lieu de tout le temps chercher la guerre? Là, c'est quoi la solution? La junte ne fait que s'armer, à baisser comment on appelle ça? À baisser le niveau de l'armée, en fait. Le budget de l'armée, pardon. Le budget de l'armée. Juste pour acheter des armes. Juste s'armer encore plus. C'est quoi cette situation et pourquoi s'armer encore? Il n'y a pas assez d'armes comme ça au Tchad. Il n'y a pas assez de guerres comme ça au Tchad. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la volonté de changer les choses. Elle a la volonté de rester et à opprimer et toujours rester avec les armes. Et ça, on ne trouvera pas de cette manière-là une solution. Pour trouver une solution, qu'on nous sorte de cette solution, la communauté internationale, la France, ils sont responsables entièrement de ce qui va se passer dans le futur au Tchad. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas le nécessaire pour sortir ces pays-là de le problème dans lequel on se trouve. Au contraire. Et surtout au niveau de la France. On dit que moi, j'ai accusé Macron, j'ai accusé les Drians et je continue. Ils ont une entière responsabilité dans ce qui s'est passé au Tchad. Mais il y a une chose aussi. Nous aussi, on a une grande responsabilité. Parce que nous sommes Tchadiens, nous n'avons pas l'amour de notre patrie, comme certains n'ont pas l'amour de leur patrie et n'ont pas la volonté de changer les choses. Parce que si on était unis, on n'en serait pas là où nous sommes actuellement.
Mais il y a tellement de divisions, il y a tellement de rancœur, il y a tellement de haine entre les gens et les ethnies. Et il y a que des problèmes. C'est divisé pour mieux régner. Pourquoi vous n'essayez pas de tourner une page et de recommencer à zéro? Même la junte militaire qui est là, pourquoi vous ne baissez pas les armes et de recommencer à zéro et tendre la main à vos frères, mais réellement, que vous ayez une volonté de changer les choses, mais pas de cette manière-là. Montrez que vous avez une volonté de changer d'un côté et de l'autre côté, vous réprimez, il y a des crimes qui sont là, vous les laissez même pas. Vous jugez même pas. Vous ne laissez pas les ministres faire son travail. Vous ne laissez personne faire son travail. Les ordres viennent de vous. Comment voulez-vous un changement et comment voulez-vous que les autres aillent avec vous pour changer les choses? Ce n'est pas possible de cette manière-là. C'est impossible. Merci, Tamara. Merci. Juste une chose, Michaela, s'il te plaît. Au niveau de la France, il y a des bonnes choses. On vit dans ces pays et tout le monde le sait. Il y a des choses qui sont bien. Ils ont importé tout ce qui n'est pas bon et tout ce qui est mauvais a été mis de côté. Pourquoi ne pas nous arranger plutôt les choses et nous montrer pour aller de l'avant, comme ce que vous réalisez ici, que vous aidez pour les SDF, pour que vous aidez pour les immigrants, pour que vous aidez pour les gens qui vivent ici. Il y a la CAF, il y a la sécurité sociale, il y a les services sociaux, tout ce qu'il y a de bon. Pourquoi vous n'enseignez pas ça en Afrique? Pourquoi vous ne reportez pas plutôt ces choses-là pour que les gens se sortent? Vous en sortirez que plus grand au lieu de nous amener que les problèmes et les divisions entre les gens et juste pour des intérêts économiques. Les intérêts, chacun peut tirer ses intérêts de n'importe où. Mais pas de cette manière-là. Il y a d'autres façons de faire. On peut aussi bien sortir de ces intérêts, on peut bien sortir de l'argent avec le bien aussi. Pourquoi que dans le mal? Je ne comprends pas cette mentalité-là. La Révolution française, quand la France a construit son pays, vous avez vu la Révolution française, je pense que vous connaissez l'histoire de la Révolution française, tous autant que vous êtes. Oui. Quand ils ont lutté, c'est pas avec des armes, c'est avec des pioches, avec des pelles, avec tout ce qui leur tombe sur la main. Alors, je ne comprends pas que ces pays-là qui ont vécu ça fassent subir ces choses-là à notre pays. Merci. Alors, vous aussi, peuple tchadien, réveillez-vous. Si vous voulez arranger les choses, si vous avez l'amour de votre patrie, de votre famille, de vos frères, parce que nous sommes tous une famille dans ce pays-là, que ce soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre. Chrétiens ou musulmans, cette terre appartient à tout le monde. Alors réveillez-vous et en union, en fraternité, en solidarité, tout ce que vous voulez, essayez de résoudre et sortir de ce problème-là. Autrement, je vous assure qu'on va directement au désastre. Merci Tamara pour ton intervention pleine d'émotions. Nous comprenons parfaitement ton engagement militant et tout ce que tu voulais pour un Tchad uni, pluriel, qui s'accepte dans sa différence. Nous allons donner la parole à Djounabay Leya qui vit aux États-Unis. Djounabay, tu es là? Ah oui, je suis bien évidemment là. Merci Djounabay. Je rappelle que vous êtes membre du groupe de concertation. Vous êtes aux États-Unis. Vous faites partie également du groupe de la diaspora tchadienne aux États-Unis. Et vous animez et faites avec nous cette plateforme pour dénoncer ce qui se passe dans ces pays. Aujourd'hui, la junte militaire au pouvoir fait 3 mois. Le processus du dialogue politique est complètement en panne. Djounabay, quelle lecture faites-vous du bilan et quelle lecture faites-vous du positionnement de la communauté internationale? Bonsoir Djounabay. Oui, bonsoir à tout le monde. Je voudrais remercier Michaela pour cette initiative, te féliciter pour ton combat. Absolument. Nous avons toujours des occasions de mêler nos cervelles et réfléchir sur la situation de notre pays. Donc, cela est vraiment apprécié. Je salue tous mes camarades, Dr Évariste, Maman Tamara, Congo, et puis Maître Max, l'infatigable. Merci de ce que tu gères les dossiers lourds, mais le fait d'être là à cette émission, ça témoigne encore une fois de ton engagement pour que les choses changent au Tchad. Je pense que tes invités, Michaela, l'ont tout dit. Je ne veux pas revenir sur le bilan. Moi, je voudrais lancer un message de mobilisation pour demain en langue locale et surtout, après, quand tu parles après Tamara, tu n'as plus d'autres choses à dire. Donc, elle a dit l'essentiel, notre Tamara.
Et donc, oui, le bilan est catastrophique, le bilan du CMT. Comme je l'ai dit, les compatriotes l'ont déjà dit. Et nous sommes pessimistes. Nous ne croyons pas au CMT de conduire un dialogue inclusif parce que, comme Maître Max l'a dit, ils nous ont déjà tout prouvé. La volonté de confisquer le pouvoir est là. Et donc, la sœur venait de dire, hein, le peuple tchadien doit prendre son combat à main. Les partenaires, là, ils sont là pour nous accompagner, mais notre salut ne viendra pas des partenaires. Et nous l'avons vu, hein. Tous, ils ont dit qu'ils sont derrière l'Union africaine, cette institution continentale qui nous a assez déçus déjà. Elle a violé sa propre charte, mais elle est maintenant dans notre radar et elle a une occasion unique de faire les choses bien pour sauver son image. Je pense que le dossier tchadien a mobilisé toute la société civile africaine. Le monde regarde l'Union africaine. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant de ces exigences, des exigences du Conseil de paix et sécurité? C'est le moment unique de ne pas se fouler au pied, laisser se fouler au pied encore par le CMT. Et en plus de son bilan médiocre, catastrophique, je pense que le CMT s'est moqué de tout le monde. Le peuple tchadien inclut les partenaires. Parce que là, la charte n'est pas révisée. Et cette charte qui a consacré tout le pouvoir à Kaka et le considère comme demi-dieu est en train d'être exécutée dans son intégralité. Donc, après avoir boudé le premier envoyé spécial de l'Union africaine, le professeur Boubacar Fall, et maintenant on a un certain Blaise, on est en train d'observer. On est en train d'observer. Et je pense qu'elle doit revenir à la raison. Maintenant, je félicite Wakitama, le leader. Tenez bon, nous sommes Wakitama. Nous sommes ensemble. Et je pense qu'ensemble, le peuple est souverain. Et nous croyons à notre peuple qu'il va sortir demain parce que, comme on l'a dit, nous avons tout, hein, le CMT nous a tout donné déjà. Alors après 31 ans, est-ce qu'on permettra encore que le fils nous soit imposé au point où nous sommes derniers en tout? Je pense que le peuple tchadien ne le permettra pas. Ta liberté naîtra de ton courage. Alors, je voudrais envoyer un message en langue, en Sara. Et madame Ngakom que Dieu que Tenga. Gakom que Sara, Gakom que Besada, Gakom que Betaya. Kumbra, Bal Kutmuta di Kogum. Ndan Bob Tojit. Gakom Lukat Disayan Goto. Gakom Jigna, Ngan Jigna à l'école, Ngan diplôme que Bobo, l'oracle à Goto. Ni Jaja Jindi, Kade, Jindi, Titi, Periadik Baiwa. Donc, Binida ite indaga. Beriumdai, Kadi ite indaga. Jen Jindi Ndagani, Kemji Benu. Jindi Ngai Kadi Sesi, Panyan Nat Dumtojini, Ba, Ngakong, ite indaga di Jori Najido, Bia Jiti. Dengam, Diag, Gang, ite indaga mala. Ngakong Denek Dengam Jit. Donc, l'outil quand même, donc, Kadis Nibial. Wal kutung de kari jingay ko je kan ta jinga apel taga ne da lo kari jinga ne tu so goto ne ku so kundo kari ka jinga da dingan ji goto ne da to kam tondu kai e be jinga kom jine jubar se si kadi o message le te taga le wakita ma ke loti da ite taga jelita do be tri ko se jeda jajjen kadi de ke se be par si do jitra ya kam je te tondu biwa j'ai chargé de mériter que les écrans avaient à loi comme ton dongai et que les messages le monde cadre mal ceci ba nga comme ite indaga mala jasi cadre jajajiraya jori na do beje cadre en tour carré. Je vous remercie. Merci. Bravo. Merci Jonathan, merci pour ton message en langue. Ouais. Comment ça va là? Comment vas-y. C'est là. Tu veux parler en arabe? Vas-y. Max est là. Oui, je vais parler en arabe aussi. Vas-y, c'est important. Vas-y. Ok. Assalamu alaikum كلكم أهل التشادين في الشات. الوقت تم عشان تمشوا تاخذوا حريتكم انتم. الحرية بتنقلي
ما بتجوكوا كانوا أنتم بتدافعوا على حقكم. المشكلة الآن كل الناس راقدين وقال بيقولوا الله قاعد. صح الله قاعد، لكن الله كله قال لك أبدي بتحرك بساعدك وأرقد بحينك. معناته ساعدوا نفسكم والله بيساعدكم. لكن بالحالة هذه أن إحنا البلد دي بتزيد فينا الحرب، ما أدري ما بتجيب السلام. في ناس موجودين وبتساعد فوقكم، معناته ساعدوهم الناس دول ده عشان ياخدوا لكم حقوقكم. حقوق الشعب التشادي لازم الشعب التشادي ياخد حقه، والدولة هذه انتم كلكم ما هن ناس معينة. الحكومة دي كان حكومة مناسبة وماشية في الغير وبتودوكم يعني تنصحكم على الخير ما على القتل والفساد والسرقة هذه المشاكل السائرة الآن. أرجوكم فوقوا كلكم عشان تاخدوا حق وتجيب لنا السلام في البلد. النادم اللي بيجيب السلام في بلده هو الوطن. لازم تكونوا عندكم حب وطنكم عشان تساعدوا نفسكم كلكم سوا ونطلعوا من المشاكل دي. لكن كان بالحالة هذه ما زال نحن موجودين وهروبات موجودة. لازم الناس تفيق. فوقوا يا ناس وكونوا يد واحدة وصادوا ضاعتكم بس نطلع من الأزمة اللي نحن فيها. وأنتوا الحكومة ومحمد كاكا كان عندكم نية بتصلحوا البلد. لازم توقفوا الحاجات اللي صايرة في البلد الآن. كفى خراب، كفى فساد، كفى قتل. إنساني بدور الخير ده ما طريقة، ده ما بالسلاح، ما بالسلاح وما بالقتل وما بالنفاق، بالحق وبالعدالة. عدالة ما في تشاد. لو في عدالة ما كنا عايشين هذه الحالة الآن. معناته فوقوا وأخذوا حقكم وجوبوا حريتكم في البلد وجوبوا العدالة وصلحوا لنا بلدنا. نادم كان بدور الخير ده كلنا بنتبعوه. أنينا القاعدين برا ده كله بنتبعوه ونجوا داخل. لكن بالطريقة هذه ده وين؟ ده ما خير. ننادوا فلان عشان يجي معانا عشان يمشي في حقنا، ما ننادوا فلان عشان هو ده ما بيدور كلامنا وبعير فوقنا وياتو ده. والسياسة مثل ده. السياسة قالت يعني الأخوان الأبهات الأمهات الناس تختلف إن رأيهم ما واحد. لكن السياسة الشيء اللي بيسموه سياسة، السياسة اللي ياتو السياسة هو بيسووها هذا للشعب، وهو الشعب هو اللي بيختار مين يحكمه وياتو رئيسه. ما بالطريقة دي ما بلد فيها حرية، ودي ما فوق يعني بلد فوق سلام وفوق رئيس يعني هو الشعب اللي اختاره. لا، ده شالوه وجابوه وخطوه على خاطر مصلحة من دولة تانية، ما مصلحة هنتكم وهم بلدكم كمان. لا، مصلحة هن بلد تاني. البلد دي هنتكم، ولو تدوروا خير. وانتم بتشوفوا توا في التلفزيونات في المسلسلات في الياتو البلاد كلها متكونة في مستشفيات، في مدارس، في يعني مكان ألعاب للأطفال، في مكان ياتو. بلدنا ما عندها شيء كله، وده ممكن أنتوا تقدروا تكونوا وتقدروا تلقوا حقكم عن طريقة هذه بالسلامة، ما بالخنبة وبالسرقة وبالكذب وبالنفاق. وين بتمشي بالطريقة هذه؟ أنهي بلد دي البلد تشادي؟ أنهي بلد؟ أنهي السلام في البلد هذا؟ أنهي العدالة؟ أمس في بتكلم في مكان دكتور هارون قال بقول واحد أخوي قال بقول لك يعني عندنا الحرية وعندنا العدالة وعندنا ياتو. أنهي حرية؟ قولي الله حرية. برداية الكلم قال الرئيس مرضان ده هو في السجن كم سنة، وغيره كمان مساكين مظلومين قاعدين في السجن كم سنة. ده فوق عدالة. محمد نور إبيدو أتكلم على خاطر المساجين. وين المساجين؟ وين قتلوهم؟ وين كده؟ كل وقت قدام المحكمة. وين العدالة؟ وين الحرية؟ الحرية بمثل ده ناس تمشي تظاهر
تدور حريتها فيها يعني اسمه شو في دستور بقول يقدر الإنسان يمشي يتمشى ويمانيفستي على كيفه ما دام يدور حريته ده حقه لكن كمان وينهم قتلوا فوقهم كيف بالطريقة هذه نجيبوا السلام وكيف بالطريقة هذه نصلحوا بلد يا ناس فوقوا شوية هل أنا بقول هل أنا عندي أقول ولا أنتم بالطريقة هذه يعني الناس فقدوا عقولهم ما ممكن كيف سلاح تجيب الحرية كيف سلاح تجيب السلام كيف سلاح بيجيب العدالة يستحيل بالطريقة هذه سامحوني ساعدوا أخوانكم بيساعدوا لكم وأخوانكم بيدوروا لكم السلام معناتها أمباكر وقت تم عند مظاهرة قوموا معايا كنت تدوروا حريتكم وانتوا الشعب التشادي امشوا خذوها الله معكم الله يجيب لنا السلام في بلدنا Merci Tamara, merci à Tamara, merci à Djenaba. Merci beaucoup Tamara. Tout ce que vous faites et Merci. que Dieu vous protège tous autant Amen. que vous êtes. Amen. Voilà. Amen. Ce que Nous allons. le peuple tchadien et que vous êtes Makaël à toi aussi et à vous tous. Mais il n'y a pas de souci, on essaie de voir. Alors, Merci je beaucoup, vais lire Tamara. juste. Merci. Nous allons terminer cette émission. Je vais lire très rapidement un communiqué de presse de Wakitama. La coalition Wakitama exerce aujourd'hui, donc demain, un droit constitutionnel en manifestant contre le coup d'État militaire ayant permis à une junte militaire de s'arroger les droits de diriger le pays en installant le fils du défunt président Idriss Déby, consacrant ainsi une dévolution monarchique du pouvoir. La coalition Wakitama exige l'instauration d'un vrai dialogue inclusif et souverain devant déboucher sur des institutions consensuelles capables de conduire une vraie transition au Tchad. La coalition Wakitama dénonce la volonté de la junte au pouvoir de vouloir perpétuer le pouvoir exécrable du défunt présent dans la durée de 31 ans à affamer le peuple tchadien et à détruire tous les fondements d'une vraie république au Tchad. Non au CMT, non au processus actuel dicté par le gouvernement français dont l'objectif est d'asservir notre peuple au profit d'une puissance étrangère. En avant, peuple tchadien, la liberté naîtra, signé la coalition Wakitama. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir participé de manière très pertinente et de manière très décisive. Bakaïla, est-ce que tu peux m'accorder 2 minutes? Une minute, parce qu'il y a Sil Makosso qui est là. Une minute, vas-y. Oui, moi je voudrais saluer déjà l'information que tu nous avais donnée tout à l'heure par rapport à la convocation d'un ancien ministre de la Justice et du conseiller juridique. Si c'est avéré, en tout cas, moi je dis chapeau. Et ça fait suite aussi à la saisine de la Cour pénale internationale par le travail abattu par Évariste et Amoulgam, que je salue ici. Donc, moi, je dis, s'ils sont convoqués, c'est pour infirmer ou confirmer tout ce que les Évaristes ont fourni comme travail. Et je dis aussi, à travers aussi la mort de Modeste, je voudrais présenter aussi mes vives condoléances à sa famille biologique et à tous ses compagnons de lutte ici présents. Donc, Évariste, ce groupe a encore un élément de plus dans le dossier. Donc, c'est un élément de plus à verser dans le dossier parce que par le passé, il y a Yaya Dilo qui avait voulu aussi aller en prison pour se rendre compte si ces prisonniers sont bien traités, est-ce qu'ils sont en vie ou qu'ils sont morts. On l'a empêché. Donc, ça fait partie encore, ça conforte encore la position de toutes ces pièces à conviction. Donc, pour finir, moi, je voudrais interpeller encore une fois de plus le CMT. Ce pays, c'est un pays tellement grand. C'est un pays qui n'appartient pas à une minorité des Tchadiens. Un pays qui n'appartient pas à ces 15 généraux du CMT, c'est un pays qui n'appartient pas à un clan, à une ethnie, c'est un pays qui appartient à l'ensemble de tous ces Tchadiens, même si au niveau de la diaspora, on nous catégorise en 3 groupes pour dire qu'il y a une diaspora qui est là.
qui ne fait que critiquer seulement, qui ne fait que critiquer ce que fait le gouvernement. Il y a une diaspora qui est là, qui apporte aussi du matériel au pays pour soigner, c'est-à-dire quand on parle par exemple des médecins qui se déplacent et autres, et une diaspora qui est indifférente. Moi, je dis, la diaspora participe de façon aussi constructive à tous les débats politiques, économiques, sociaux et culturels de son pays. Donc, nous ne sommes pas là pour... Nous ne sommes pas des battants en guerre. On est là, c'est pour dénoncer ce qui ne va pas dans le pays. Donc, au CMT de nous prouver le contraire. Ils ne nous ont pas prouvé pendant 100 jours. 100 jours, aujourd'hui, il est temps quand même qu'on lui rappelle à l'ordre, qu'on dise également que nous sommes souverains, que le peuple est souverain. Et c'est au prix également de la lutte, c'est au prix du courage qu'on va arracher cette liberté-là et cette confiscation du pouvoir. Merci encore, Makaila, pour cette occasion que tu nous offres. Merci à tous les communicants. Merci à tous ceux qui ont pris part à ce débat, à cette émission. Merci. Merci d'abord. Je tiens à remercier Silma Kosso, que vous venez de le voir. C'est le fondateur de Ziana TV, qui est une plateforme panafricaine. Elle est inclusive. Le Congo et le Tchad font partie d'Afrique centrale. Ziana TV partage avec nous beaucoup de points de vue politique, sociétale, et nous sommes très, très unifiés pour faire évoluer les choses en termes de communication. En tout cas, si tu as un mot à dire, et puis moi, je conclue. Alors, j'aimerais juste déjà remercier Tamara et tous les autres qui ont pris le temps d'être là ce soir, d'être au chevet du Tchad. Il faut le dire, Makaila, tu le sais. Depuis, nous sommes depuis maintenant 3 mois au chevet du Tchad. Et il faut dire que les inquiétudes que nous avions au lendemain de la mort de Déby se confirment aujourd'hui, puisque quasiment 100 jours après, rien n'a bougé. Nous nous inquiétons de ce comité militaire, mais finalement, il est en train de montrer ce dont il était capable. Nous nous inquiétions de la mainmise de la France, mais on voit très bien que la France continue à conforter ce pouvoir. Nous nous inquiétions de l'impuissance de l'Union africaine. Et on se rend aussi bien compte que finalement, l'Union africaine a du mal à s'imposer dans le cadre de ce qui se passe au Tchad. Et nous avions à l'époque déjà pointé, dirais, l'incapacité de la CEEAC, le groupe régional auquel appartient le Tchad, qui ne peut pas faire grand-chose. On voit très bien qu'aujourd'hui, finalement, ce sont aux Tchadiens eux-mêmes de pouvoir faire le job, si vous me permettez l'expression, parce que toutes les institutions auxquelles nous croyons, puisque les textes existent, qui nous donnent la possibilité de mettre, je dirais, une partie de notre souveraineté dans ces institutions, mais on se rend bien compte que 100 jours après, ces institutions ont quasiment lâché le peuple tchadien. Il ne revient qu'à lui de pouvoir reprendre sa liberté et continuer à se battre. Et moi, je pense que ce combat, nous y participons d'une manière ou d'une autre en donnant donc ces tribunes pour venir le dire, que le monde entier l'entende et qu'il le sache, qu'au Tchad, il y a un pouvoir qui est installé depuis maintenant 100 jours et qui est en train non seulement de tuer, mais aussi d'emprisonner et de faire disparaître, et en même temps qui s'assoit sur les droits de l'homme. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui pourrait faire en sorte que les hommes et les femmes à travers le monde qui entendent ce cri de N'Djamena, ce cri qui vient du Tchad, peut-être permettront demain de donner la main aux Tchadiens afin que ce régime puisse tomber et qu'on passe à autre chose. Voilà un peu ce que je pouvais dire ce soir. 100 jours après, on est à la case de départ. Pour moi, depuis qu'on avait commencé ça, rien n'a bougé et finalement, les choses s'empirent. Voilà ce que je pouvais dire, Makaila, pour conclure ce programme. Merci Silma Kosso, pour ton analyse sur le Tchad. Un dernier mot à Max Luangar, qui sera demain dans la rue de N'Djamena. Merci beaucoup. Merci pour tous les encouragements que nous avons partagés. La dose d'émotion qui a accompagné aussi les paroles de Tamara. J'espère qu'elle m'écoute. Je lui souhaite de passer une agréable nuit. Et puis pour le reste, nous allons rester debout contre l'injustice, debout contre l'inadmissible, l'intolérable, simplement parce que nous aspirons à vivre dans ces pays-là en harmonie avec tout le monde. Et je précise simplement que le combat de Wokitama n'est pas le combat d'une personne. Ce n'est pas un combat contre certaines personnes pour le bien d'une catégorie donnée. Nous avions dit que c'est pour le peuple tchadien dans son ensemble. Il faut que le Tchad sorte grandi de cette passe difficile que nous traversons.
Et ce serait pour les générations futures vraiment quelque chose de très bien. Et puis pour nous qui nous engageons dans cette lutte, un réconfort pour les survivants. Si jamais la machine de répression du CMT ne broie pas le Tchad dans son entièreté. Merci. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Merci, Max. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes également président de la Ligue tchadienne de droits de l'homme. Vous êtes cofondateur de la coalition Wakama. Vous êtes mobilisé. Avocat au barreau du Tchad. Oh, barreau du Tchad aussi. Autant pour moi, je suis à Paris. Je pense à mon avocat aussi. Vous êtes avocat au barreau de N'Djamena, du Tchad. Vous êtes mobilisé depuis plusieurs années sur les questions de changement au Tchad. Vous êtes au front depuis plusieurs mois sur la situation face à une junte militaire qui confisque le pouvoir. Je rappelle également, je dis merci également à Tamara Assil. Tamara, vous êtes militante, activiste féminine tchadienne. Vous êtes là depuis plusieurs années en exil. Vous luttez contre le système de billes et vous poursuivez la lutte avec son fils. Merci également à Évariste Dimasdé. Contre l'injustice, pas que contre des billes, Makaela. Contre toutes les formes d'injustice également. Évariste, vous êtes juriste, vous êtes co-rédacteur de la communication d'ailleurs judiciaire, qui a été déposée auprès du procureur de la Cour pénale internationale contre les exactions commises par la junte militaire. Vous appelez également à une implication de la communauté internationale sur la situation au Tchad. Merci Djonaba Leia, vous êtes aux États-Unis, vous êtes membre de la diaspora, membre du groupe de concertation sur le Tchad à l'étranger, donc de la diaspora tchadienne à l'étranger. Merci à Gongo Médard, vous êtes observateur pointu de la scène tchadienne. Merci aussi à Silma Fosso, qui est un ami et un frère, qui partage avec nous ce combat depuis plusieurs années. En tout cas, merci à tous les intervenants pour la pertinence de vos analyses. Merci également au concours de ceux qui ont regardé ces débats, très riches d'une haute facture, je rappelle. Donc, en tout cas, nous allons continuer à informer, continuer également à mobiliser l'opinion politique italienne et l'opinion internationale sur cette situation de transition très, très difficile où Max Longar, Mamanour Ibedou et les autres militants et surtout, je pense à tout le monde engagé sur cette voie. Merci en tout cas. Merci, Moukaïla. Zina TV, merci beaucoup. Max, bonne soirée et bon courage. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao. Bon, merci. Merci. Au revoir. Plaisir. Ciao.